Je m'appelle Isabelle Rocher, j'avais 46 ans le jour où mon mari a tenté de me jeter à la rue sur le pas de ma propre porte. 40 minutes plus tôt, un notaire venait de m'annoncer que ma tante Odette me laissait un peu plus de 2 millions d'euros et sa maison de famille en Bourgogne. Je suis rentrée chez moi pour partager cette nouvelle avec Bruno. Il m'attendait déjà sur le perron. Sa mère aussi. Et à côté d'eux, un huissier tenait une enveloppe à mon nom. Régine m'a souri comme on sourit à une enfant un peu lente. Elle m'a annoncé que la maison était vendue, que le divorce était déjà déposé, et que j'avais jusqu'au week-end pour faire mes valises. J'ai posé mon sac sur la rambarde, et j'ai souri à mon tour. Mais voici ce qu'aucun des trois ne savait, et ce qui a fait disparaître le sourire de ma belle-mère 1 heure plus tard. Ce matin-là avait commencé comme tous les autres, ce qui est toujours le signe que la journée va basculer. J'avais préparé le café de Bruno, avec un nuage de lait, comme je le faisais depuis 23 ans. Je travaille comme clerc de notaire à Beaune depuis presque autant de temps. Les gens m'apportent leur pire semaine, un décès, un testament, une maison que personne ne veut partager, et moi je remets de l'ordre dans tout ça. C'est ce que je sais faire. De l'ordre. Bruno m'appelait autrefois le radiateur de la famille, celle qui gardait tout le monde au chaud sans qu'on ne se demande jamais si elle-même avait froid. Je payais les factures. J'accompagnais sa mère chez le cardiologue. J'avais couvert 2 fois les dettes de sa sœur Valérie sans jamais en reparler. Il y avait toujours une raison pour que ce soit moi. Il n'y en avait jamais pour que ce soit quelqu'un d'autre. Ma tante Odette était la seule personne à m'avoir un jour dit d'arrêter. Garde quelque chose pour toi, Isabelle, me répétait-elle à chaque visite, comme si elle me confiait une clé. Elle était morte 5 semaines plus tôt, à 87 ans, dans son sommeil, ses lunettes de lecture encore posées sur la table de nuit. Elle m'avait recueilli après le divorce de mes parents, dans cette même maison au volet bleu. Elle m'avait aussi appris à lire un contrat avant de signer quoi que ce soit. Je pensais que c'était simplement sa manière de parler. Je ne savais pas encore à quel point elle avait observé les gens autour de moi, ni depuis combien de temps elle se préparait. La lecture du testament s'est faite dans l'étude où je travaille, ce qui donnait une sensation étrange, assise du côté des clients d'un bureau que j'occupe habituellement de l'autre côté. Maître Fontaine s'en est chargée elle-même. Elle a lu lentement, comme elle le fait toujours quand elle veut qu'on entende chaque mot. Ma tante me laissait tout. La maison de Bourgogne qu'elle possédait depuis 40 ans. Un peu plus de 2 millions d'euros en compte et en terre. Le tout placé dans une fiducie portant mon seul nom. Je savais qu'Odette avait de l'argent. Je ne savais pas que c'était autant, car elle vivait en cardigan et conduisait une camionnette plus vieille que mon mariage. Maître Fontaine a levé les yeux par-dessus ses lunettes. Il y a autre chose, a-t-elle dit, en faisant glisser vers moi une enveloppe cachetée. L'écriture penchée et soignée de ma tante était inscrite sur le devant. À ouvrir seule, disait-elle. Pas avant. Je l'ai glissé dans mon sac et je suis sortie dans l'après-midi froid et lumineux, déjà en train de répéter dans ma tête comment j'allais annoncer la nouvelle à Bruno. Je pensais que c'était la meilleure nouvelle de notre vie. Nous pourrions enfin refaire la toiture. Nous pourrions solder définitivement le second emprunt de Valérie. Nous pourrions enfin respirer. Quelque part sur la route qui traverse les vignes, une petite pensée que j'avais repoussée pendant des semaines a refait surface. 3 semaines plus tôt, Bruno avait pris un appel dans le garage et fermé la porte. Quand j'avais demandé, il m'avait dit que c'était un agent immobilier pour un ami. Bruno n'a pas d'amis qui achètent des propriétés. La semaine suivante, Régine m'avait appelé 2 fois pour savoir, très innocemment, si Odette avait laissé un testament et qui était son notaire. Et puis il y avait eu Valérie, qui n'était pas venue nous voir depuis 1 an, débarquant soudain avec une tarte aux mirabelles et des questions. J'avais tout remarqué. Je ne suis pas femme à laisser passer les détails. Le problème, c'est que remarquer et croire que son propre mari ferait une chose pareille, ce sont 2 pièces différentes de la maison. Et j'étais restée sur le seuil entre les deux pendant des semaines. En arrivant dans notre rue, le seuil s'est refermé brutalement. La voiture grise de Régine était garée à ma place. La camionnette de Valérie était derrière. Et sur le perron, 3 silhouettes attendaient en ligne, comme à un arrêt de bus, ce qui n'est pas ainsi qu'une famille se tient quand elle a une bonne nouvelle à partager. Bruno ne voulait pas me regarder. Régine se tenait au centre, comme toujours, menton levé, manteau boutonné.
Valérie tremblait presque d'excitation derrière elle. L'homme que je ne connaissais pas a parlé en premier. Il m'a tendu une épaisse enveloppe et m'a signifié que j'étais convoquée. Un huissier, sur mon propre perron, devant ma voisine Huguette qui avait arrêté d'arroser ses géraniums pour regarder. Bruno a fini par murmurer le mot divorce comme on annonce la météo. Puis Régine a pris le relais, parce que Régine prend toujours le relais. Elle m'a annoncé que le mariage était terminé, qu'ils avaient déjà accepté une offre sur la maison, une bonne offre, content, et que les nouveaux propriétaires voulaient conclure vite. Elle m'a suggéré d'être raisonnable et de prendre le week-end pour partir. Elle souriait pendant tout ce temps, ce sourire patient et condescendant d'une femme convaincue d'avoir déjà gagné. Puis elle a lâché la phrase qu'elle gardait manifestement en réserve, lentement, pour que Huguette l'entende aussi. La maison est vendue. Tu n'as plus nulle part où aller. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement souri, comme si on venait de me raconter une blague qui n'avait pas encore fait son effet. Ça les a déstabilisés. J'ai dit que j'avais besoin de lire certains documents avant de répondre, parce que je ne signe jamais rien que je n'ai pas lu, et que peut-être ils devraient faire pareil. Régine a rétorqué que tout était en ordre, que les avocats s'en étaient occupés. J'ai passé 20 ans à entendre les gens dire que tout est en ordre. Ce n'est presque jamais vrai. Je suis reparti vers mon bureau, le seul endroit où leur assurance ne pouvait pas me suivre. J'ai ouvert le site du cadastre, le logiciel de titre de propriété de l'étude, et j'ai relu chaque ligne des papiers du divorce. Et là, dans le fond de mon esprit, l'enveloppe scellée d'Odette pesait dans mon sac comme une pierre que je n'avais pas encore retournée. J'ai reconstitué la chronologie, car c'est toujours dans le calendrier que la vérité se cache. La mort d'Odette un mardi de mars. L'appel secret de Bruno 9 jours plus tard. Le premier appel de Régine la semaine suivante. La visite de Valérie 2 jours avant le dépôt du divorce. Rien n'était un hasard, tout était un plan. Ils avaient voulu agir vite, avant que la succession ne soit définitivement réglée, pensant que je serais trop effrayée et trop démunie pour me battre. J'ai trouvé l'annonce immobilière en 1 minute. Notre maison, celle de ma tante, déjà marquée sous compromis. Un couple, les Berthier, avait versé 40 000 € d'acompte. La signature sur le mandat de vente portait le nom de Bruno, en tant que propriétaire. Il n'avait jamais possédé un centimètre de cette maison. J'ai vérifié le cadastre, l'acte de donation, signé 14 ans plus tôt par Odette, ne portait qu'un seul nom. Le mien. Ce soir-là, j'ai relu la lettre de ma tante. Elle y expliquait avoir observé Régine mener Bruno par le bout du nez pendant des années, avoir décidé de me protéger avant même que je comprenne que j'en aurais besoin. Garde toujours l'acte à ton nom, avait-elle écrit, souligné 2 fois. Ne mélange jamais cet argent à votre compte commun. Le lendemain, Maître Fontaine a confirmé, la maison était mon bien propre, jamais partagée, jamais vendable par Bruno. J'ai contacté la société notariale chargée de la vente des Berthier, leur signalant que le signataire du mandat n'avait aucun droit sur le bien. La transaction s'est figée en quelques heures. Le vendredi suivant, tout le monde s'est retrouvé sur mon perron, les Berthier compris, venus chercher des réponses. Régine pérorait déjà, certaine de tenir les clés. J'ai posé mon dossier sur la rambarde et j'ai dit calmement, on ne peut pas vendre une maison qui n'a jamais été la sienne. Régine a hurlé, Valérie a reculé vers son camion, Bruno n'a rien dit, comme toujours. Les Berthier ont récupéré leur acompte et trouvé une maison plus belle ailleurs. Valérie a perdu la sienne à la banque, exactement le sort qu'elle avait voulu m'infliger. Régine n'a plus jamais raconté son histoire aux fêtes de famille. Bruno vit chez sa mère désormais, la fin la plus juste qu'on pouvait lui souhaiter. Aujourd'hui, je vis dans la maison d'Odette, ses volets bleus repeints, sa lettre encadrée dans ma cuisine. Je ne suis plus le radiateur de personne. Je suis une femme avec une maison, un compte tranquille, et des matins qui n'appartiennent qu'à elle. Et si cette histoire vous rappelle de vérifier à qui appartient vraiment ce que vous avez construit, faites-le cette semaine, pas un jour. Abonnez-vous, et je vous retrouve dans la prochaine histoire.